Alors, je suis Jean-Étienne Carlotti, donc j'enseigne à l'Université Paris-Sud, Paris-Saclay. J'ai également eu le plaisir d'enseigner la macroéconomie ici à Paris-Dauphine et je suis consultant pour des institutions internationales donc sur les questions macroéconomiques. Les pères fondateurs de l'euro ont été assez nombreux en fait. Ils sont aujourd'hui décédés, donc je pense notamment, pour la plupart, donc je pense notamment à Jacques Delors, mais aussi Marie Singh qui a été le premier chef économiste de la BCE, Pado Asciopa et encore bien d'autres. Je crois qu'un des objectifs importants était d'entériner le marché commun et donc beaucoup d'autres objectifs également, notamment donc mettre fin à ces séries de dévaluations compétitives qu'on avait eues donc entre pays de la zone euro. Alors peut-être un objectif un peu plus secret, je dirais, pas secret donc dans le sens qu'il n'était pas divulgué, voilà, mais un secret au plus profond de chacun de ses pères fondateurs, en fait, c'était d'aller davantage peut-être vers ce qu'on appelle un polycentrisme monétaire. Le père fondateur avait compris depuis bien longtemps que la suprématie du dollar n'était pas stabilisante, en fait. Et je crois que la crise de 2008 est une illustration de ce type de manque de stabilité. Alors, effectivement, donc le véritable lancement de l'euro, c'est 99, puisque tout simplement, c'est en 99 que les taux de change ont été fixés entre les différentes monnaies qui constituent aujourd'hui la zone euro, ont été fixés de manière irrévocable. Donc à partir du 1er janvier 99, donc il n'y a plus aucune variation. Voilà. Donc on était de fait, depuis ce 1er 99, en monnaie unique. Mais l'euro fiduciaire, sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie, n'existait pas encore. Il a fallu créer tout ça, le répandre, l'expliquer, le faire connaître. Et effectivement, donc les ressortissants de la zone euro n'ont obtenu donc, ces premières pièces et ces premiers billets qu'à la fin de 2000 en réalité, et ont pu les utiliser à partir du début 2002. Il y avait énormément d'obstacles. Et je dirais que les plus importants n'ont pas encore été surmontés. Il a fallu donc stabiliser les taux de change donc, des différents pays qui allaient constituer la zone euro entre eux. Ça n'a vraiment pas été une mince affaire. Là, il y a eu les épisodes des serpents monétaires européens, un système monétaire européen. Il y avait d'autres obstacles de taille, donc assurer la convergence macroéconomique entre les différents pays. Donc ça n'était pas gagné du tout et ça n'est pas encore gagné aujourd'hui. Et je dirais qu'il y avait d'autres obstacles qui n'ont pas été surmontés du tout. En fait, une monnaie unique, donc, eh bien, ça signifie qu'on n'a plus le taux de change comme variable d'ajustement et qu'il faut autre chose comme variable d'ajustement. Voilà. Et cette autre chose, donc, c'est un système de transfert tel que cela existe aux États-Unis. Ceci manque aujourd'hui très cruellement à la zone euro. C'est ce qui explique l'hétérogénéité croissante entre pays les plus compétitifs de la zone euro et les pays les moins compétitifs. Alors, la Banque centrale européenne, comme toutes les banques centrales, donc elle conduit la politique monétaire, d'accord, et elle a pour mission essentielle de maintenir le taux d'inflation très légèrement sous la barre des 2%. En moyenne. Voilà. Donc, et en moyenne, d'ailleurs, depuis début 1999, l'inflation moyenne en zone euro se situe autour de 1,8%. Donc, on pourrait dire que l'objectif est atteint. Donc, la Banque centrale européenne a conduit cette politique monétaire donc à assurer cet objectif d'inflation. Alors, donc, ça a un autre but. Donc, ça a pour but tenir ce qu'on appelle la compétitivité prix en fait à des pays composant la zone euro, puisque quand l'inflation est maîtrisée, la hausse des salaires et donc des coûts est maîtrisée, et les pays donc parviennent par la suite à maintenir cette compétitivité prix. La réponse peut se faire en plusieurs temps.
Alors, cette crise de 2008 a eu des conséquences très fortes sur l'avenir de la monnaie unique. Alors, avant la crise, on avait assisté à une convergence, en fait, entre les pays, on va dire, les moins compétitifs de la zone euro et les pays les plus compétitifs. L'euro a protégé les pays les plus faibles, en fait, de difficultés supplémentaires, mais en même temps a mis fin à cette convergence. En fait, voilà, donc nous sommes dans une zone monétaire, mais nous ne sommes pas ce que Mundell appelait une zone monétaire optimale. Voilà. Dans une zone monétaire optimale, les facteurs de production, capital et travail circulent librement. Et l'absence de transfert via un budget fédéral se fait vraiment cruellement sentir. Et cette situation conduit à une hétérogénéité entre pays de la zone euro. Et c'est pour ça, malheureusement, voilà, qu'on voit poindre, enfin, donc, plus que poindre un euroscepticisme, voire une europhobie. Ça se mesure de façon très imprécise, puisqu'en fait, au niveau des réserves de change mondiales, nous avons l'information à peu près uniquement sur la moitié des réserves de change. Le dollar est toujours bien évidemment donc la principale monnaie donc de transaction et donc de réserve au niveau mondial, puisque sa part est d'environ 60%, un petit peu plus de 60%, répartie dans les différentes banques centrales. Au niveau de l'euro, on est à peu près à 20%, voilà, entre 20 et 25%, mais plus proche de 20%. Donc ça s'est stabilisé, ça a même légèrement régressé depuis quelques temps. En termes de bilan, alors donc il y a du positif, il y a également donc du négatif, bien sûr. Alors sur le positif, alors un objectif clairement atteint est celui donc de la maîtrise de l'inflation et celui de la stabilité de la monnaie. Là où l'objectif est également atteint, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays de la zone euro, aucun pays, mais personne n'a peur d'une dépréciation de la monnaie qui générerait une inflation importée. Absolument personne n'a peur de ça. Un autre objectif était donc parvenir à une meilleure homogénéité entre pays de la zone euro, donc entre pays du Nord et des pays du Sud. On avait eu un début de rattrapage avant la crise. Et là, clairement, donc, ça ne fonctionne plus. Donc, cet objectif-là, clairement, n'est pas atteint du tout. C'est vraiment donc, un objectif qui reste à atteindre. Pour ça, il faut lutter contre certaines idées reçues, je crois. Alors, on entend beaucoup le mot solidarité, il faut être solidaire des pays, etc. etc. C'est un bien joli terme, mais qui a ses limites. Donc les gens peuvent se dire, oui, on est solidaire quand il y a un problème particulier, donc on vient en secours. Mais là, en fait, instaurer un système de transfert d'argent, donc des pays bénéficiaires aux pays déficitaires. Donc ça n'est pas du tout une question de solidarité, contrairement à ce qu'on entend. C'est simplement le moyen de pérenniser la zone euro et de maintenir ce partenariat qui est censé être gagnant-gagnant. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus gagnant-gagnant, il est gagnant-perdant. L'euro, vous l'avez évoqué, n'a que 20 ans. Donc c'est encore tout nouveau, il y a encore du temps, je ne désespère pas. Donc il y a une très belle expression d'un révolutionnaire italien, je crois, voilà, qui dit donc parvenir ce mélange entre le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.